Je remercie l'Institut de formation qui me permet d'avoir songé à cette pluridisciplinarité, qui justement est assez éclairée par le sujet que vous m'avez proposé, qui était de voir quelle était la relation entre la forêt, la loi et le juge. Vous voyez, je vous ai mis la citation qu'on prête à Chateaubriand, qui est assez anxiogène, hein, qui est bien dans l'esprit du temps, mais globalement, mon objectif, c'est de vous montrer en 3 séquences, d'abord que s'il n'y a pas de définition juridique stricto sensu de la forêt, pourtant notre législateur est particulièrement prolixe en la matière, qu'ensuite, traditionnellement, le droit français s'inspire beaucoup du droit international. On va voir que dans ce domaine, le droit international est d'une prudence serpentine qui n'aide pas beaucoup à appréhender la définition juridique. Et enfin, je terminerai par un tour d'horizon d'autant plus rapide de la jurisprudence que je vous laisse ma présentation, je vais laisser les coordonnées des différents arrêts que j'ai choisis, qui sont tous relativement récents et qui montrent assez bien, je crois, comment le juge, aujourd'hui, s'efforce de naviguer entre les contraintes des litiges et l'absence de définition dans notre droit du concept de forêt. Vous avez évoqué tout à l'heure les réunions écologiques, et c'est vrai qu'après la COP21, quand on voit les chiffres assez impressionnants de l'occupation de notre terrain, nous n'avons pourtant pas de définition de la forêt stricto sensu, ce qui est extrêmement rare, puisque nous sommes un pays, vous savez, de droit écrit, et que nous adorons les définitions, et vous verrez que les quelques tentatives de définition sont en réalité extrêmement modestes. On va essayer de comprendre pourquoi elles le sont. La question qui est posée en réalité, me semble-t-il, est de savoir si la forêt en tant qu'objet juridique est réellement définie, puisqu'en réalité, et depuis plusieurs siècles, on a l'avantage d'avoir un système juridique extrêmement ancien, eh bien on s'est accommodé assez bien de l'absence de définition légale précise. J'insiste bien sûr sur le caractère relatif du silence de la loi, puisqu'en réalité, je vais simplement indiquer comment le décor normatif sur la forêt s'est considérablement enrichi, mais toujours en prenant le parti de ne surtout pas définir ce qu'est une forêt. Il est vrai aussi que nous sommes partis d'une situation où, avant la Révolution française, les juristes estimaient que la forêt, dans un premier temps, était une res nullius, qui est la meilleure définition possible d'un objet qui n'existe pas. En réalité, on peut arriver à déterminer ce qu'est une forêt par rapport à sa destination. C'est une définition qui ne suffit pas. J'ai indiqué ici notamment la tentative de définition de l'article 111-2 du Code forestier, qui est à vrai dire peu éclairante, mais surtout, on a longtemps défini, on continue de le faire, la forêt, sur le plan de la jurisprudence, les bois et forêts, parce que c'est une expression qui est retenue dans les codes quand on les évoque, se définissent en général comme des biens immeubles, ce qui est extrêmement éclairant, dont les tréfonds et la superficie sont soumis au droit commun des articles 552 et suivants du Code civil. Ce qui, je dois vous dire, pour pratiquer depuis une douzaine d'années ces matières à la Cour de cassation, ne dissipe absolument rien les nuées juridiques qui habituellement recouvrent nos belles forêts. À l'occasion de l'ordonnance du 26 janvier 2012, qui sera fatalement évoquée au cours de cette journée, il y a eu une modernisation importante du Code forestier et de ses règles, avec des tentatives de définition, et surtout, observons que depuis 20 ans, nous avons eu pratiquement 9 lois successives qui, à aucun moment, n'ont en réalité cherché à définir dans le Code, puisque je vous montre ici à l'écran la définition donnée par l'inventaire forestier national que vous connaissez, qui est une définition extrêmement pragmatique qui définit un objet par sa forme, ce qui ne suffit pas aux juristes pour avoir des certitudes sur les conséquences en tirer. Pour vous donner une idée de la complexité pour le juriste qui doit appliquer la loi, vous avez 2 approches actuellement que l'ordonnance du 26 janvier 2012 a laissé en exergue. La première, c'est la définition donnée ou le commentaire donné par l'Office national des forêts, qui indique que la nouvelle disposition réglementaire depuis 1979 conduit à ce que nous ayons en droit une mosaïque cohérente et évolutive. Vision extrêmement positive. Personnellement, je serais plutôt d'accord avec le professeur Vial dans son fameux traité sur le droit de la forêt, qui indiquait, lui, au contraire, que ce même régime forestier, est constitué, je cite, d'un ensemble d'éléments multiples et variés, souvent complexes, dont la nature juridique est loin d'être uniforme. Voilà, avec ça, vous êtes éclairé naturellement, et le juge qui sauve cassation en première instance est placé dans une expectative. Juste pour le plaisir, je ne vous dis pas naturellement, voici les dernières lois applicables, donc depuis 1985. Vous voyez que pour l'amateur de belles lettres juridiques,
il y a matière à commentaire. Nous avons souvent, en droit français, cette tentative de donner une définition là où elle n'existe pas. Les services du ministère de l'Agriculture, qui interviendra, donc, lorsqu'ils ont commenté pour leurs services les réformes de 2012, ont également utilisé quelque chose, pardonnez-moi, c'est un mauvais jeu de mots, ils n'ont pas utilisé la langue de bois, puisqu'ils ont indiqué que le nouveau code forestier, en fait, confirmait l'absence de toute définition des bois et forêts. Je cite à nouveau cette excellente formule qui éclaire le débat. Cela n'a pas empêché, nous dit le ministre de l'Agriculture, depuis plus de 7 siècles, ni l'application de la législation forestière, ni l'exercice de l'office du juge, judiciaire ou administratif. Autrement dit, la forêt serait un objet qui peut se dispenser d'être défini, ce qui est tout de même, en logique non euclidienne, extrêmement intéressant. Alors souvent, lorsque le droit français ne parle pas assez, on utilise naturellement les éclairages du droit international. Vous avez, là en revanche, une définition de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui donne une définition strictement matérielle de ce que pourrait être une forêt, qui évoque en gros la superficie et la hauteur pour définir ce que serait une forêt. Je vous rassure, le droit français à aucun moment n'a songé à transposer dans son code forestier cette définition. Nous avons une décision, en revanche, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, dans un arrêt fameux pour les forestiers de 2010, rendu à propos de la législation grecque qui paraissait être trop ou pas assez restrictive, qui a rappelé cette chose extrêmement éclairante dans notre époque de normativité, que le législateur européen n'entend pas procéder à une harmonisation complète de l'ensemble des activités concernant la gestion des espaces forestiers, ce qui laisse donc au législateur national et à son juge, j'y viens, le soin de définir la forêt. Donc nous avons une liberté totale, y compris dans l'enceinte internationale. Ce qui me conduit au sujet qui me permettra de vous donner le point de vue d'un praticien de la Cour suprême judiciaire, que j'ai qualifié avec entrain de pragmatisme du juge. Car en effet, c'est donc au juge qui est renvoyé en principe le soin de définir ce que la loi ne définit pas. Vous savez, et ça fait partie des thèmes du code pénal, du code civil, la justice répétateur, qui n'ont pas été modifiés dans leurs termes depuis la création du code civil. Je veux dire par là que, traditionnellement, et encore aujourd'hui, le juge en droit français, on le sait avec Montesquieu, est censé être la bouche de la loi. Mais précisément, quand la bouche reste muette, eh bien, il va falloir trouver une réponse. Et là, nous avons un chemin étroit qui se situe entre l'article 4 du Code civil et l'article 5. Pour faire simple, hein, j'insiste pas, vous le connaissez. L'article 4, c'est celui qui dit que le juge ne peut pas s'abstenir de juger. Il ne peut pas se retrancher derrière le silence de la loi pour ne rien dire. Un juge qui ne dirait rien, d'ailleurs, serait assez original. Et donc, le juge ne peut pas commettre de déni de justice. Mais évidemment, tout de suite, le législateur, prudemment, a un article 5 qui dit oui, d'accord, mais attention, le juge ne peut pas procéder de manière générale. Autrement dit, il ne peut pas se substituer aux définitions légales. Le chemin est étroit et vous verrez que ce n'est pas l'étroitesse et la difficulté qui nous rebutent, puisque je vais vous citer toute une série de décisions qui s'efforcent de tenir compte de cette contrainte. Alors il est vrai que ce travail de marqueterie va donner des résultats parfois surprenants. Je l'évoquais ensemble lorsque nous étions en Chine. Nous avons donc une jurisprudence qui arrive à exprimer de manière extrêmement logique et cohérente, par exemple, qu'un terrain sans arbre peut être une forêt et que des arbres ensemble peuvent ne pas être une forêt. Donc là encore, on va le voir que l'explication de ce raisonnement qui est paradoxal, c'est qu'en fait on utilise non pas des typologies légales où domine l'état physique et la destination des espaces concernés, mais en fait, à défaut de raisonnement in abstracto de la loi, on va s'en tenir à un raisonnement in concreto. Alors malgré tout, malgré le renvoi à la créativité du juge, on va voir qu'heureusement, il y a une certaine cohérence dans le raisonnement, et chaque fois que le juge va être confronté à l'application de règles civiles ou pénales du régime forestier, eh bien il va répondre par une logique juridique, il y a comme une logique, qui relève évidemment plus de l'impressionnisme que de la géométrie, et qui va permettre donc d'essayer d'apporter une réponse malgré tout légale, sans avoir à définir. Première chambre aussi, vous verrez que toutes les chambres civiles, toutes les chambres pénales, sociales et commerciales ont vocation à être confrontées à cette même difficulté de devoir trancher pour savoir globalement si le litige est redevable du droit forestier ou pas. Et donc, comme on ne sait pas où se trouve la frontière de la définition, il faut faire large. On pourrait citer d'autres arrêts, mais j'ai essayé de vous donner des arrêts topiques qui sont relativement récents, notamment à travers
le problème de la compétence. En réalité, traditionnellement, alors la première chambre civile, je vous donnais des références, donc je n'insiste pas là-dessus, a notamment eu l'occasion, en 2013 et encore le 1er mars 2017, dans des litiges où l'ONF demandait la compétence administrative en indiquant que la compétence judiciaire et le code de droit commun s'appliquaient chaque fois que l'action de l'ONF n'avait pas vocation à mettre en œuvre une prérogative de la puissance publique. Et donc c'est bien par la destination de l'action qui est demandée qu'on va définir si on n'est pas ou si on est dans le code forestier. Ainsi, des travaux dans une forêt domaniale ou des travaux de restauration dans le terrain de montagne, c'est la décision du 1er mars 2017, vont définir que globalement, l'absence de définition de la forêt importe peu puisqu'on va appliquer le droit commun, à défaut d'appliquer le code forestier. La deuxième chambre civile, à l'occasion également, alors j'ai hésité à l'arrêt plus ancien parce que c'est celui qui est commenté par tout le monde, je ne veux pas résister au plaisir d'ajouter une ligne à ce commentaire, c'est un des rares arrêts de la seconde chambre civile où on peut noter une tentative de définition par défaut, puisqu'on est parti d'une affaire de cyprès, et la Cour, dans sa sagesse, et en interprétation sévère, a estimé qu'une haie de cyprès ne pouvait pas constituer une forêt. Alors ne me demandez pas pourquoi, car en réalité c'est la destination qui faisait qu'on voyait bien que planter des cyprès pour en faire une haie n'avait pas vocation à rentrer dans le code forestier. Donc il a fallu le définir. Elle ne nous a pas dit à partir de quelle hauteur le cyprès devenait une forêt ou restait une haie courte, mais c'est le type de question qui a des incidences économiques importantes, puisque selon le régime qu'on va retenir, ici on va appliquer la prescription de droit commun qui était plus courte que la prescription spécifique. Dans une décision de 2010, de la même manière, on utilisait dans une affaire assez étonnante d'utilisation d'un quad, donc un appareil défini pour servir dans une forêt, et qui avait causé un accident. On a estimé que peu importait le fait que l'accident ait lieu dans une forêt ou pas, il y avait eu un accident d'un appareil destiné à la forêt, et on appliquait la jurisprudence de responsabilité civile habituellement. La troisième chambre civile, qui m'est particulièrement chère, et donc à l'occasion assez régulièrement, et j'ai bien compris que ce n'était pas totalement étranger au fait qu'on demande d'intervenir dans ce colloque, de s'interroger sur la compétence, notamment judiciaire, et de l'application du code forestier. Là encore, le critère va être traditionnellement de savoir si le litige porte sur le pouvoir de contrôle et de résiliation de la personne publique. L'exemple assez distrayant que je vous ai livré, c'est l'arrêt de 2009, et celui de la construction d'une convention d'exploitation d'une buvette dans le domaine forestier de l'État, et on a estimé que cela relevait du domaine public dès lors que la buvette, certes, produisait des produits commerciaux, mais était destinée à l'exploitation du domaine de l'État. Dans une décision également, on va de 2009, c'est la deuxième que je vous indique là, on va pouvoir mentionner que les procès-verbaux de l'ONF vont valoir par rapport aux constatations purement civiles. Enfin, on va noter que les demandes d'élagage, c'est une décision récente de la Chambre civile où j'ai eu l'occasion de conclure en ce sens, on soutenait qu'une demande d'élagage, comme elle se déroulait dans une zone d'espace boisé, était redevable du code forestier, et en réalité, on est resté sur les dispositions du code de l'urbanisme sans avoir à définir pourquoi on était une forêt ou pas. La chambre commerciale a moins l'occasion de s'intéresser aux côtés de la forêt, mais néanmoins, j'ai trouvé une décision de 2011 qui, là encore, sur un problème de litige de vente de bois en bloc, a condamné l'ONF pour n'avoir pas respecté toutes les clauses de droit commun, et donc relevant, là encore, des responsabilités. Enfin, la chambre sociale a l'occasion, de litiges relatifs à des bûcherons, de déterminer la compétence de la chambre sociale. Je termine par la chambre criminelle, qui, dans une décision de 2002 notamment, a eu l'occasion de consacrer en revanche le régime spécifique forestier pour des accidents survenus en forêt. Donc là, la chambre criminelle est beaucoup plus proche de la logique du code pour un enfant qui a été écrasé par la chute d'un tronc exploité dans une zone forestière. Pour être parfaitement œcuménique et complet, un exemple du Conseil d'État, un arrêt que vous connaissez sans doute, qui est un arrêt rendu le 31 mars 2010 sur l'arrêt commune de Martigues, où le Conseil d'État ouvre la possibilité de réaliser des travaux dans un espace boisé classé, dès lors que ces travaux ne compromettent pas la conservation, la protection ou la création des boisements. Il confirme ainsi, le Conseil d'État, la jurisprudence judiciaire qui constamment va essayer de retenir ou non la qualité d'espace boisé assujetti au code forestier en fonction de la destination des travaux qui sont à l'origine du litige. Vous observerez donc que le juge pragmatique va traditionnellement adopter une attitude téléologique plutôt que théologique
pour déterminer si le code forestier s'applique, ce qui permet une souplesse dans l'hypothèse de nouvelle droit à Talon. Je terminerai, parce que je pense que je dois être à la limite extrême de la tolérance de l'auditoire, pour indiquer que l'absence, vous l'avez compris, d'une définition claire des bois et forêts, malgré l'abondante littérature juridique, n'a jamais eu pour effet de détourner le juge de sa mission essentielle, qui est d'appliquer à chacun des litiges en conciliant la spécificité des situations individuelles avec le principe d'intérêt général qui inspire l'esprit des lois. Je ne résiste pas, donc là, pour terminer, au plaisir de confirmer que c'est bien par la persévérante interaction du juge et de la loi que, par exemple, la forêt de Procéliande, chère à René Le Fur, ou la forêt de Moulières, chère à Denis Rochard, continueront d'être bien gardées. Et donc, pour terminer sur une note aimable quand même, je cite cet auteur qui n'est jamais assez cité quand on parle de la forêt, Gaston Bachelard, qui s'est toujours intéressé à ça, qui disait « La paix de la forêt est une paix de l'âme, la forêt est un état d'âme, à défaut d'être un objet de vie. »